Tu manges du ginseng, tu pètes le jet set, ça a aucun bon sens, ça te chaîne des lunettes, t'es jamais content de ce que t'as, on est flyer tout le temps, ou là sera plus gras, t'es un chien fou. T'es un chien fou qui court partout pour bâtir le plus mis en vie, t'hésiteras pas à hésiter encore longtemps. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Bon, ça va toujours mieux avec le son ouvert. T'es-tu en train de me dire que là, on est en train de parler et qu'il n'y a pas personne qui nous entendait, mon cher Jean-Marc? Je pense que oui. Encore? Encore. Ouais. Encore. Jamais 203. Jamais 304 rendu là. Alors, mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, très heureux de vous retrouver pour une troisième fois dans la même soirée. Vous devez être correct, là. Hein? Oui, je pense qu'on devrait être correct. Là, alors, sachez qu'on est heureux, nous, de vous voir. Ben oui. Pas de vous voir, mais d'être avec vous ce soir. Oui, la confusion me gagne avec toute cette agitation. Les grands esprits se rencontrent. Écoute. Moi, donc, c'est l'avant-dernière émission de la saison. Ben oui, ce soir. quand même. Donc, 11 juin 2019. Ouais. Il fait frette. Oui, c'était pas chaud aujourd'hui. Là. Moi, j'étais sur la rivière du Nord en kayak avec mes jeunes. Là, puis c'était... Ouh, il y a un petit vent frais. Écoute, Il n'avait des petits évergondés qui étaient en T-shirt, puis ils grelottaient. un petit vent de fraîcheur. Oui, c'est ça. J'ai mis ma chemise pour jouer au golf puis pour aller pêcher. On va te dire une affaire. Je n'étais pas chaud. On avait un barbecue à l'extérieur pour nos finissants, nos secondaires 5. Oui, ok. Donc, on a fait venir une espèce de petite roulotte UGA, là, puis là, c'était des hot dogs avec des chips, la crème glacée, plein de bonnes affaires pour la santé, là, plein de bonnes protéines, comme aiment beaucoup les végétariens. Justement, je vais te parler de Move Protéines tantôt. Tu vas savoir c'est quoi Move Protéines. Écoute, cette semaine, encore une fois, l'actualité a été foisonnante, ma foi. Oui. Et on a un paquet de sujets pour vous. On va commencer comme on le fait toujours avec Éric, dans quelques instants. Puis tu vas nous parler de quoi ce soir? En fait, ma chronique de ce soir, c'est un peu une chronique, je vous dirais, peut-être diatribe envers le gouvernement de la CAQ. Vous savez, hein, je ris souvent
Ben, je critique souvent la CAQ parce que moi, je pense vraiment que c'est la continuité du gouvernement libéral. Puis Je te vais... trouve pas correct. Non, mais je te dis, je te laisserai pas faire. C'est bon. Ben, c'est correct, ça. Hein, la diversité d'opinion. C'est que, tu sais, souvent, je dis que, bon, la CAQ, c'est un repas libéral avec une sauce nationaliste. Ben, je vais vous l'expliquer tantôt. Fait que, je vais en parler amplement. Bon, ben écoute. Mais, tu sais, si la CAQ réussit à tout faire, ce qu'ils ont dit qu'ils feraient, on va être très contents. S'ils le font. S'ils en font juste le quart, je vais être content. Ouais. Parce que pour moi, déjà ça, c'est plus que 15 ans de régime libéral. On va s'en reparler. OK? Mais oui. Hey, à compter de 19h45, Oui. on est censé, je dis bien on est censé, on se croise les doigts, mesdames et messieurs, avoir avec nous Bob Sirois. Donc, vous savez, Bob veut nous parler un peu de sport ce soir et de sport qui s'allie à la politique. Donc, il y aurait une motion. Oui, c'est intéressant ça. Oui, il y a un scoop là, qui veut nous dévoiler. Donc, à 19h45, soyez là. En fait, on espère que tout va fonctionner et qu'on n'aura pas de ciel qui va nous tomber sur la tête, un peu comme les Gaulois à l'époque de Jules César, durant la guerre des Gaules. Oui, alors voilà. Et moi, pour ma part, donc, dès 20h15, 20h20, je vais aborder avec vous différents sujets. Alors, je veux vous parler au niveau national, notamment donc des conservateurs qui sont en tête dans les sondages au Québec. Alors, c'est quelque chose que je jase avec vous. Je voulais parler aussi donc de toute cette polémique, revenir sur cette polémique donc du génocide autochtone. Il y a eu un article très intéressant qui a été publié hier dans le Journal de Montréal à cet effet. Et aussi, j'ai un extrait de texte d'une source primaire datant du 18e siècle dont je voudrais vous faire lecture, mesdames et messieurs. J'ai hâte d'entendre ça. Oui. Je veux aussi donner un petit coup de chapeau à la ville de Longueuil qui célèbre un héros québécois et je pense que ça vaut la peine de le souligner. Ensuite de ça... C'est une très grande surprise, ça. Oui. Parce qu'on a déjà parlé à l'émission, mais je vais te laisser en parler tantôt. Mais Absolument. écoutez, là, ça va être vraiment intéressant. Langue française, on veut des mesures concrètes de notre gouvernement pour assurer la pérennité et la prospérité de la langue et de la culture francophone. Redevenons francophiles. Ayons un gouvernement francophile, mesdames et messieurs. Alors, ça, c'est quelque chose que je veux jaser avec vous. Aussi... 1984, le fameux roman de Orwell, a 70 ans. Et il y a eu un texte qui a été publié par Mathieu Bock-Côté qui disait 1984-2019, même combat, hein, on y est. Là. Alors, on est en plein dedans, on a déjà parlé. Hein. Et il y a le penseur Michel Onfray qui a fait un petit essai qui explique une nouvelle forme de gouvernement qui est en train d'apparaître en Occident. Et je veux en parler avec vous de tout ça parce que... Va-tu avoir le temps? Ah, c'est toujours ça, hein? Mais si t'as pas le temps, Christian, il faudra en parler la semaine prochaine. Oui, c'est sûr. Absolument. Parce que c'est intéressant, là. C'est des sujets qui sont super importants, qui vont définir notre avenir et la future proche. Tu as absolument raison. Écoute, remboursement de 1,5 milliard de la part d'Hydro-Québec en trop perçu auprès donc des Québécois. Alors, c'est quelque chose qu'on veut jaser avec vous. Vasectomiser les Québécois de plus de 18 ans. Le délire de Gabriel Bouchard qui vient nous dire en fait que finalement sa fameuse phrase dans la twittosphère n'était nulle autre qu'un canular. Laissez-moi rire. Donc, on en reparle. Et finalement, le sujet avec lequel je voulais commencer ma chronique et j'aurai le plaisir de vous en parler tantôt, indépendance, la confiance et l'identité mise à mal. Oui. Donc, je vais vous expliquer le comment et le pourquoi. Donc, dans quelques instants, mais d'ici là, on commence tout de suite. Oui. Et en retard, très en retard, avec la chronique à Éric.
Alors, mon cher Éric, Hey, écoute. parle-moi. Parle-moi, écoute, je vais commencer, chers auditeurs, à vous faire une confidence pour la première fois la semaine. Ben, non, c'est pas vrai, j'ai déjà été d'accord. C'est rare que je suis d'accord avec QS et le Parti libéral. Mais il fallait que je le dise et j'ai pas de honte parce que je crois que Mme Marois Risky et je me rappelle plus dans l'article, là, je crois que c'est. T'es d'accord avec Marois? Ouais, je vais tout vous expliquer ça. Ça C'est ne que va pas bien. ce qui a inspiré ma chronique, tu sais, souvent, moi, quand je veux cibler un sujet, je vais regarder à partir du jeudi, là, les nouvelles sortent, là, il y a beaucoup de nouvelles. Et puis le samedi aussi, je vais encore un petit peu aller chercher des trucs sur Internet, dans les journaux papier même. Et puis, là, je suis resté un peu bouche bée quand on a entendu la semaine passée M. François Legault parler de la délocalisation de l'usine de Vélan, des employés qui s'en allaient. En tout cas, ils ont coupé beaucoup de postes puis pour donner des contrats à des gens qui sont en Inde. Et M. Legault qui dit, dans le fond, ce qu'il a nommé, c'est que lui, il trouvait pas ça que c'était grave. Là. Dans le fond, c'était comme un petit peu, c'était comme banalisé, comme quoi qu'il y avait. Puis c'était pas grave, que ça pouvait être correct qu'on envoie les emplois comme ça en Inde, tu sais. Et puis là, Marois Risky, c'est sûr qu'elle joue son rôle d'opposition officielle, c'est correct. Mais moi, comme quelqu'un qui est très critique envers les gouvernements, surtout les gouvernements qui sont pro le libéralisme et le mondialisme, j'ai été d'accord avec Marois Risky qui dit à François Legault, vous êtes complètement déconnecté, ce n'est pas en Inde qu'on veut des emplois, c'est au Québec. Alors, c'est la députée libérale Marois Risky mercredi au premier ministre François Legault qui défendait le transfert en Inde des activités d'une entreprise québécoise. C'est quand même pas banal, là. Et puis, après ça, on a le... Tu sais, quand je dis souvent, je vais rire de François Legault, je me dis, c'est un président de chambre de commerce qu'on a comme premier ministre. Il défend l'entreprise. On a vu ses propos concernant les employés d'ABI il y a quelque temps. Quand il disait, là, il s'est excusé là, dernièrement, il disait le syndicat est déraisonnable, n'est pas raisonnable, ils ont trop de demandes. Puis pendant la campagne électorale, il disait ça prend des jobs payants au Québec, pis ça. Mais là, il a pris carrément le parti du patronat à cette époque-là. Et là, dernièrement, j'ai vu hier qu'il y a eu le syndicat des métallos, je crois, de la compagnie ABI qui ont amené ça en instance, je pense à l'ONU, comme une instance là, au niveau des travailleurs. Là. En tout cas, ça n'a pas vraiment d'impact. Là. Je veux dire, le gouvernement n'a rien. Puis même si l'ONU dit que le premier ministre n'avait pas l'affaire à faire ça, la compagnie, elle ne doit rien à l'ONU. Là. Il n'y a pas nécessairement de pouvoir décisionnel. Là. En tout cas, bref. Fait que c'est ça, fait que l'ONU aurait donné raison au syndicat d'ABI comme quoi que le premier ministre n'avait pas d'affaire à prendre position comme ça pour la compagnie et que c'était inacceptable. Moi, je l'avais déjà dénoncé dans certaines chroniques. Bref. Moi, je pense que là-dessus, tu as tout à fait raison. Ouais. Je crois effectivement que le premier ministre a un devoir de réserve quand c'est le temps de se prononcer, par exemple, par rapport à un conflit de travailleurs, syndicat versus patronat. Maintenant, Puis il est temps à l'encontre, c'est ça, en plus. Là, c'est mais ça. je m'interroge justement si c'est pas une façon un petit peu maladroite, mais peut-être aussi carrément une stratégie pour essayer un peu de dorer la pilule puis d'amadouer un petit peu l'employeur, le patronat, pour le ramollir puis le ramener à la table de négociation. Moi, c'est ça que je me pose comme question parce que ABI a l'air honnêtement très, très retard dans sa façon de faire. Oui.
Et je me demande justement si le gouvernement ne tente pas une manœuvre qui peut nous paraître, nous, très maladroite, parce que, bon, il s'aliène les travailleurs, puis, bon, une partie du monde syndical, mais est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir quelque chose d'autre? Je ne penserais pas parce qu'il s'est excusé, là, comme dernièrement, par rapport à ses propos. Ouais. Est-ce que c'était voulu peut-être? Mais c'est parce que moi, ce que je voulais dire, c'est qu'on l'a vu dans le dossier des taxis, dans l'ubérisation de l'industrie du taxi. On est arrivé avec un plan déjà tout fait. Les taxis, on a vu qu'ils ont fait de grosses manifestations. On a changé complètement la façon de la rémunération et toute la législation concernant l'industrie du taxi, ce qui n'a pas fait l'affaire justement des taxis à Montréal, qu'eux autres avaient acheté des permis de taxi à grands frais. Et puis, bon, là, ils se sont repris, mais il y a beaucoup de ça. Hein? Puis, quand on sait, quand M. Legault banalise un peu la délocalisation de certains emplois de la compagnie Velan, on se rappellera que M. Legault, quand ça a été le cas de Rona, à l'époque, quand il était dans l'opposition, il dénonçait vraiment le fait que Rona passe à une compagnie américaine. Ouais. Sauf qu'on se rappellera, il faut se remémorer qui était à l'origine des instigateurs et qui ont permis ce transfert-là de Rona à cette compagnie-là qui est Lowe's. Hein? Fait que je lis un article du 6 novembre 2018. Un petit peu, je vais lire quelques paragraphes, puis vous allez comprendre assez vite. OK? C'est Marc-André Gagnon, dans le Journal de Montréal, qui dit que 2 ministres caquistes ont joué un rôle dans la transaction Rona. OK? Moi, j'ai parlé souvent de Christian Dubé. Hein? Christian Dubé, qui était à la Caisse de dépôt et de placement, oui. qui travaillait avec Michael Sebia, qui est un des amis de la Power Corp, Power Corporation. On sait, je ne ferai pas la définition de la famille des Marais, bref. Et puis, il y a la ministre qui est Nadine Giraud et M. Christian Dubé qui sont rendus pour la CAQ. Mais Mme Giraud, qui était à l'époque, qui avait tenté de faire une percée en se présentant dans Verdun sous la bannière libérale à une certaine époque. Et là, finalement, elle s'est rangée du côté de la CAQ en mai dernier. Fait que là, on parle de... Fait que c'est ça. Fait qu'on a Madame... la ministre des Relations internationales de la francophonie, Mme Nadine Giraud, a commencé à siéger au CA d'Investissement Québec en 2014 jusqu'à ce qu'elle se lance en politique avec la CAQ en mai dernier. Mm-hmm. Sauf que cette madame-là, je veux juste revenir sur qu'est-ce qu'elle faisait. C'est ça, elle au sein du Conseil des ministres, Investissement Québec. OK, excusez. Je pensais qu'on avait un peu... peut-être ses relations aussi avec le Parti libéral. Bref, on a quelqu'un qui est maintenant qui est à Investissement Québec, qui a participé à la vente, pendant que les libéraux étaient là, à la vente de Rona à Lowe's. Alors, on parle là de... on se rappellera que M. Legault avait déchiré sa chemise, sauf qu'il a pris 2 personnes qui ont participé à la vente de Rona dans son cabinet de ministre. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai excessivement critique envers Monsieur Legault et son gouvernement et ce qu'il avait dit à l'époque, M. Legault. Je suis inquiet de voir le Québec se transformer en économie de succursale. Nous sommes placés devant un fait accompli. C'est un triste jour pour le Québec. Ah ben voilà. Voilà que M. Legault a pris 2 personnes. C'est pour ça que... Et voilà. Moi, je l'appelle Patapouf. Patapouf. Pourquoi Patapouf? C'est parce que c'est le chien de garde du libre marché. Je ne suis pas convaincu de ça encore. Écoute, non, pas convaincu. Je vais laisser le temps mais faire les choses. Mais j'ai pas terminé encore. Oui. Parce que là, à Investissement Québec, on sait que M. Fitzgibbon... M. Fitzgibbon, qui est le ministre, dans le fond, de l'économie, a placé un de ses petits amis. Un petit ami qui est Guy Leblanc. Je ne sais pas si vous connaissez Guy Leblanc. Non.
Guy Leblanc, c'est quelqu'un qui brassait des affaires encore au début du mois, quand on était au mois d'avril. Et puis, il brassait des affaires personnelles avec M. Fitzgibbon. OK? On sait que même pendant la campagne électorale, M. Fitzgibbon a été obligé de se délester de certaines compagnies ou mettre ça en fiducie sans avoir de regard. En tout cas, il faut faire un peu de recherche. Ben, Il y a habituellement, tellement... c'est ce qui est, Ouais, c'est ce qui est fait habituellement. C'est ça. C'est ce qu'on Mais avait exigé là, notamment de Pierre-Carl Péladeau. C'est qu'on retourne un petit peu en arrière au Oui. mois de mars. OK? C'est quand même tout récemment. Parce que les deux hommes avaient des actions dans une même entreprise. On parle même qu'au registre des entreprises du Québec, le journal c'est l'agence QMI, avec le journal de Montréal, je crois, avait toutefois constaté que des décisions se sont précipitées ces dernières semaines afin qu'ils mettent un terme à leur lien d'affaires. OK? On voit ici là, qu'il se trame quelque chose. OK? Pour peut-être que M. Fitzgibbon place ses petits amis à Investissement Québec. OK? Ouais. Au début du mois de mars, l'entreprise Mauve Protein, M-O-V-E, je ne sais pas comment c'est je sais pas si c'est Mauve ou Mauve, en tout cas. Mauve Protein, c'est spécialisé dans la vente de protéines végétales. Hein? Tu parlais de protéines tantôt, là? Tu vois, ouais, mais moi, je suis plus la protéine animale. C'est ça. Moi, C'est pas grave, mais protéines, c'est des protéines pareilles. Comptait d'ailleurs M. Leblanc comme actionnaire principal et administrateur, et M. Fitzgibbon comme troisième actionnaire et administrateur. Bon, et là, il y a eu des changements assez rapidement dans cette direction-là. Écoutez bien ça. Au cours de son enquête, le journal a constaté plusieurs changements au registre des entreprises touchant l'actionnariat et les noms des administrateurs de Mauve Protein. 2 jours seulement après que le journal eut dévoilé que M. Leblanc avait été choisi comme le nouveau PDG, écoutez bien ça, le nouveau PDG d'Investissement Québec, plusieurs ajouts et modifications sont apportés au nom des actionnaires et des administrateurs impliquant M. Fitzgibbon, M. Leblanc et sa conjointe Claire Léonard. Assez surprenant, tous ces changements s'opèrent en quelques semaines. OK? Des noms d'actionnaires sont remplacés, des démissions d'administrateurs interviennent et on cède même des actions à un autre actionnaire. Ça va très vite. Ça, c'est où, ça? Pour placer ça où, ça? Ça, c'est l'agence QMI, c'est Pierre Couture et Jean-François Guibault, les journalistes du Journal de Québec. Et pourquoi que ça n'est pas repris ou relayé ailleurs? Moi, je l'ai vu ailleurs, là, mais c'est sûr que J'ai pas vu ça passer, moi. c'est sûr que les médias télévisuels, à la télévision, on n'a pas entendu parler. On sait, on a entendu parler un peu que M. Leblanc, c'est un de ses amis, mais pas... Parce que moi, je veux dire, je suis quotidiennement les médias et je suis abonné à tous les fils, puis j'écoute, honnêtement, je vais t'avouer candidement que j'ai pas vu ça passer. Ben écoute, Christian, c'est pas grave parce qu'il y a tellement d'informations, puis on nous noie. Hein. Fait que moi, je suis un petit peu maniaque, puis vous le savez, hein, Oui. quand je mords un ananas, là, même, je suis végétarien. Bref, on parle parce qu'on parlait de Mauve Protein, là, la compagnie dans laquelle M. Fitzgibbon était actionnaire, est encore actionnaire et puis administrateur. Bon, bref, c'est ça. On a ici clairement une tentative de vraiment placer des pions, placer des petits amis à Investissement Québec. Mais là, je continue. Oui, mais il y a un bémol que je veux mettre à ça. Là. Quand tu prends le pouvoir, là, tu veux avoir des gens quand même qui sont tes alliés. Alors, ceux qui occupaient les différents postes que tu viens de nommer, là, les prédécesseurs de ceux qui ont été nommés, là, c'était les amis, c'était les collaborateurs du Parti libéral, de Philippe Couillard et de son prédécesseur Jean Charest. Alors, c'est certain que si tu laisses ces gens-là dans des postes clés, ben ils risquent de mettre du sable dans l'engrenage puis de t'empêcher d'agir. OK? Maintenant, idéalement, c'est certain que si on voulait vraiment faire montre patte blanche, etc., il faudrait que ce soit soumis à une espèce de panel qui pourrait choisir. Mais dans les faits, on n'en est pas là. Ouais. Et c'est certain qu'un gouvernement va avoir tendance à choisir des gens avec qui ils vont s'entendre davantage. Là, tu sais. C'est sûr. Mais comme je te dis, quand on pense qu'il y a
dans le fond, qu'il y a une compagnie qui a été engagée. On parle de la compagnie Hodger qui a suggéré des noms qui ont été payés à grands frais, 60 000 $ pour trouver le nouveau PDG d'Investissement Québec. On a fait fi de ça, carrément, avec vos deniers publics, là, avec notre argent. Là, ils ont choisi M. Guy Leblanc, le petit ami, à Fitzgibbon. Tu sais, on parlait du gouvernement libéral, parce que, oui, tu me parlais que les libéraux étaient là, c'est eux autres qui avaient placé leur pion, mais moi, je te dis que c'est des libéraux dans leur façon. Le PQ, le Parti québécois, a fait la même chose. La même chose, Toutes exactement. Exactement. Et mais tu as tout à fait raison. Si Québec solidaire prenait le pouvoir demain matin, il ferait la même crise d'affaires. Moi, je pense qu'il placerait Stephen Guilbeault comme... Soyons honnêtes, là. Comme ministre de l'Environnement. Qui? Stephen Guilbeault. Oh my God. Qui veut se présenter, mesdames et messieurs, avec qui? Avec le Parti libéral du Canada. Avec le Parti libéral, et avec voilà. Justin Trudeau. Et voilà. Lui, il veut pas l'indépendance du Québec pour avoir tous les pouvoirs pour contrôler l'environnement. Ben non. T'as raison. Ben non. Ils n'ont rien compris. C'est du monde qui veulent des jobs au gouvernement. Les verts, là, les petits verts verts, là, les bonhommes verts, là, je pourrais dire, là. Ouais. Les bonhommes verts ou les petits êtres... C'était ceux qui donnaient des tickets à Montréal. C'est ça. Ben, les autres, ils veulent nous taxer là, partout. Là, là. Ils veulent mettre des taxes partout. Là, on parle du plastique. Mais bref, je vais continuer sur mon... Parce que là, je pourrais en parler un petit peu tantôt s'il me reste un peu de temps. Justement, là, la taxe sur le plastique. En tout cas, pas nécessairement la taxe sur le plastique, mais toute la réglementation que M. Trudeau veut faire sur le plastique. Bref, il y a M. Legault, encore là, dernièrement, la semaine passée, jeudi, qui disait qu'il allait... qui est dans la même mouvance de subventionner les médias comme Justin Trudeau, comme d'autres l'ont fait, comme M. Couillard l'a fait. Il a subventionné ses petits amis propriétaires de médias. Ben, François Legault, il réitère qu'il aidera tous les médias suite aux 68 postes à TVA qui ont été coupés à cause de toute la restructuration. On sait avec Internet, l'industrie du numérique prend beaucoup de place. Les réseaux sociaux, toutes les plateformes où on peut mettre des nouvelles qui sont plus... je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on a commencé sur Internet, on voyait des vidéos, il n'y avait pas de publicité, hein? Puis là, de plus en plus, c'est eux autres qui s'accaparent ces publicités-là. C'est de la folie. Et moi, à l'époque, je pense que les publicités, ça fait pas tellement longtemps qu'il y en a. Là. Ça fait pas 10 ans. Là. Non. Puis, ça fait moins de 2 ans. Et là, c'est exponentiel. Peut-être un petit peu plus, mais c'est pas grave. Puis moi, je disais, écoutez, quand ils vont prendre la manne, là, quand ils vont voir... là. Et puis, c'est ça. Et là, on voit les médias de masse. On l'a vu avec la presse qui est rendue une OSBL, qui est une aberration. Là. Je pense que c'est un traitement vraiment privilégié qu'on a fait à, justement, nos amis de la famille Desmarais. Bref, écoutez, moi, comme je vous dis, c'est rare que je suis d'accord avec Québec solidaire et le Parti libéral, mais ils ont dénoncé le fait que M. Legault avait... justement, qui avait un petit peu banalisé le fait de la délocalisation de certains emplois en Inde. Mais comme je vous dis, mesdames et messieurs, on a un gouvernement, il faut donner la chance, mais moi, je suis très, très, très critique. Et comme je l'ai dit, comme votre humble serviteur avait annoncé dans la publicité sur Facebook pour annoncer l'émission ce soir, je vais me donner le mandat de mettre le gouvernement de la CAQ sous surveillance. Pour vous, mesdames et messieurs. Eh bien, merci, mon cher Éric. Ça fait plaisir. On va passer à une pause publicitaire et on va tenter de rejoindre Bob Sirois. On devrait vous retrouver donc de l'autre côté de la pause, si tout se passe bien, avec ce cher Bob. Restez des nôtres, on vous revient dans un instant. Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. Ici François Saint-Louis. Du lundi au vendredi à 21h,
Joignez-vous à moi pour le bulletin d'information de radioinfocité.com. Tout peut y passer. Sport, politique, sexe et pâté chinois. Le journal du soir est votre rendez-vous en fin de soirée sur radioinfocité.com. Merci d'écouter radioinfocité.com. Si vous avez des commentaires, des idées, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Merci à nos partenaires Vigile.Québec, un site qui vous offre l'actualité vue autrement. On aimerait également remercier la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Devenez membre de la Fondation Équipe Québec. Merci également à Eh bon, rebonsoir, mesdames et messieurs. Alors, il semble qu'on éprouve encore des problèmes techniques. Autant YouTube est présentement à terre pour la diffusion en direct, du moins pour l'Est de l'Amérique du Nord, autant semble-t-il que Facebook aussi a tendance à faire des siennes. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, bien vouloir nous excuser. Des problèmes qui sont engendrés et des difficultés que ça vous occasionne en tant qu'auditeur. Merci de rester avec nous. On travaille très fort pour résorber le tout. On va tenter de rentrer en communication avec Bob Sirois. On vous revient dans un instant. Merci d'écouter radioinfocité.com. Si vous avez des commentaires, des idées, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Merci à nos partenaires Vigile.Québec, un site qui vous offre l'actualité vue autrement. On aimerait également remercier la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Devenez membre de la Fondation Équipe Québec. Merci également à Motel Robertval au 1-877-990-9903. Merci à Solutions Concept Web SLC. Allô. On va être avec toi dans une minute. 855-564-2835. Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. Et c'est la magie de la radio. Quoi de gagnant, toi, chose. La magie de la radio qui se fait aller, mesdames et messieurs. Alors voilà, il est avec nous. Si tout se passe bien, tout devrait être beau. Notre cher ami Bob Sirois. Alors, salut Bob, comment tu vas? Ça va très bien, vous autres, les gars? Écoute, Ça va bien, Bob, salut. content de te retrouver. Écoute, depuis la dernière fois qu'on a eu une chronique ensemble où ça avait complètement Coupé. pogné le... It did go south, comme dirait les Japonais. Il me semble que ça a été d'embûche en embûche, de semaine en semaine. Et cette semaine, semble-t-il qu'il y a des problèmes avec la diffusion de YouTube. Là, il y aurait des problèmes pour le streaming, faire des émissions live pour toute la côte est américaine. Puis Facebook semble aussi avoir un peu de difficulté ce soir. Alors, à défaut d'avoir des problèmes en studio, ben il y a des problèmes ailleurs. Alors, ça fait partie de la vie. Mais on est très content de t'avoir avec nous cette semaine. Puis là, tu as des choses à nous raconter, toi, Montana.
Écoute, exactement. Moi, je pensais vraiment là, que j'étais espionné par les démocrates, là, et puis ma ligne téléphonique était buggée, puis, mais ce n'était qu'un rêve. Ça s'appelle pas Donald. Hey les gars, écoutez, on va revenir aux équipes nationales du Québec. Oui. Oui. Le dossier avance beaucoup. Vous savez, Maître Guy Bertrand, c'est lui qui est le pionnier de tout ça, qui a commencé ça en 1976, et puis pendant presque 3 décennies, peu de personnes en ont parlé. Je fus le deuxième à mettre ça en avant en 2009 avec mon premier livre, Le Québec mis en échec. Mais depuis ce temps-là, ça déboule. On a des équipes dans différents sports qui nous représentent sur la scène internationale. Il y a de plus en plus de gens des médias qui sont d'accord avec ça. Et puis, le dernier en liste, c'est pas le moindre. C'est M. Jacques Tanguay, le propriétaire d'Ameublement Tanguay. Oh. Tanguay, lui a été propriétaire pendant de longues années des Remparts de Québec, qu'il a vendu à Québécois, et de l'équipe de Rimouski à l'époque de Crosby. Je ne sais pas s'ils sont encore propriétaires de l'équipe de Rimouski. Je pense que oui. Mais c'est aussi Ameublement Tanguay, par M. Tanguay, qui ont mis sur pied notre fameuse équipe de football de l'Université Laval. Oui. OK. Oui, c'est eux autres. C'est encore eux les propriétaires de cette organisation-là. Quand on parle de propriétaires, je pense qu'ils ont mis sur pied un organisme à but non lucratif ou associé avec l'université, un ou l'autre, là. Mais c'est encore eux qui gèrent ça, qui dirigent ça. Mais écoute, Alors, Bob, excuse-moi, Bob, tu parles de... C'est Eric au micro. Tu parles d'Ameublement Tanguay. Il n'y a pas un joueur de la Ligue nationale qui s'appelle Tanguay et qui est en lien avec cette famille-là? Ou c'est une rumeur, ça? Ou... Non, je pense pas qu'il y ait de la famille. Non, il n'est pas de la famille. C'est pas la même famille, OK. À mobilier, là, les meubles Tanguay. OK. Ils sont très, très gros à partir de Drummondville, aller jusqu'en Gaspésie. C'est très gros. Je pense que c'est le plus grand vendeur de meubles au Québec. D'après moi, c'est Ameublement Tanguay. Là, ils font partie des gros joueurs. Lui, hier, à une émission sur le poste de radio de Québécois, QB, là, avec M. Robitaille, il a fait un grand témoignage. Puis pour lui, il est d'accord avec la mise sur pied de l'équipe nationale du Québec, encore plus au hockey junior. Fait que là, ça, là, quand un gros participant, quand un propriétaire de club de la Ligue junior majeure du Québec s'avance puis dit oui, il en veut des équipes nationales, c'est très bon. C'est très, très bon. Oui. Alors, c'est positif pas mal partout. Et puis, je vais vous donner un scoop. La semaine dernière il aurait dû se produire de quoi vendredi dernier. Ça a été remis à cette semaine, peut-être à l'automne. Je ne le sais pas, là, mais sont pognés à l'Assemblée nationale du Québec avec le fameux projet de loi sur la laïcité, puis sont en fin de session, même si la fin de session est rallongée. Mais monsieur, puis là, c'est un scoop que je vous donne. Puis Pascal Bérubé, porte-parole de la 3e opposition, c'est pas des farces, Parti québécois, 3e opposition. C'est d'une tristesse. Ça me fait mal au cœur de dire ça. Là. Oui. C'est même pas drôle, mais beaucoup de leur faute en passant. Tout à fait. Oui. A discuté avec la CAQ, avec M. Legault, et puis il va déposer dans les prochains jours ou à l'automne, mais je pense que ça va être dans les prochains jours,
une motion pour la mise sur pied de l'équipe nationale du Québec, comme l'Écosse puis comme les autres. Alors, cette motion-là n'est pas une motion pour en faire un projet de loi tout de suite. Ce que j'aime pas, moi, j'aimerais qu'on en débatte le plus rapidement possible, mais ça va être un débat aussi. Ça va être une motion style, et puis j'ai pas le wording, mais d'après moi, ça va être une motion style pour faire accepter par toute l'Assemblée nationale, finalement, pourquoi que cette motion-là va avoir des mots un petit peu différents. Style une motion pour que l'Assemblée nationale étudie probablement la faisabilité de la mise sur pied d'équipe nationale du Québec dans tous les sports. C'est déjà beaucoup. Ça veut dire que ça ne contraint pas la CAQ à y aller sur un projet de loi tout de suite. Études, ils ont déjà le rapport que j'ai rédigé avec mon ami André Matteau, étude de faisabilité pour la mise sur pied d'équipe nationale du Québec, commandée par Mme Pauline Marois et par le biais de Mme Malavoie au MERS. J'ai mon nouveau livre qui sort. J'ai fait parvenir un résumé de mon livre, les grandes lignes, et puis tout le tralala à la ministre Mme Charest, au premier ministre M. Legault, à Pascal Bérubé aussi. Et puis Pascal se trouve un petit peu à couper les pieds à Catherine Fournier qui voulait présenter cette motion-là, puis quand elle est allée pour faire une demande de dépôt de motion, s'est aperçu que c'était déjà réservé par Pascal Bérubé, le Parti québécois. Puis j'aime beaucoup mieux que Pascal dépose la motion. Qu'une députée indépendante. Parce qu'il y a une équipe avec lui, Voilà. il va y avoir des gens qui vont travailler dessus, tandis que j'aime bien Catherine, là, mais elle n'a pas l'équipe pour travailler là-dessus. Là. Fait que, les gars, ça s'en vient pour le vrai, là. Écoute, ça serait extraordinaire, Bob, si c'est quelque chose qui pouvait se concrétiser. Puis comme tu dis, avec la motion qui semble, le contenu de la motion semble ratissé, extrêmement large, est un petit peu plus vague. Comme dirait le monde de chez Québec solidaire, ben c'est inclusif. Donc ça permet de rallier même des franges un peu plus radicales. Et je pense notamment à Québec solidaire, justement, qui pourrait à ce moment-là appuyer une motion comme ça. Eux qui se prétendent indépendantistes. Oui, ben écoute, moi écoute, ça me... on avait réservé un autobus vendredi, parce que la motion était supposée être déposée vendredi. Ça a été cancellé jeudi soir par le bureau de Pascal Bérubé, communiqué avec Stéphane Hallinger, le président de la Fondation Équipe Québec, pour lui dire que c'était remis à la semaine prochaine, en parlant de cette semaine, là, à cause de tous les délais causés par le fameux projet de loi là, sur la laïcité. Mais on avait un autobus, on était une trentaine de personnes revêtues de notre uniforme Équipe Québec qui s'en allait à l'Assemblée nationale pour être là lors du dépôt de la motion. L'autobus est toujours, je vais utiliser, en attente. La trentaine de personnes est toujours en attente aussi. On est prêt à monter à Québec dès qu'on sait quelle journée que ça va être présenté. Puis moi, j'espère que ça ne sera pas remis à l'automne prochain. Remarque, vu que la publication de mon livre est très en retard, j'aimerais peut-être mieux que ce soit déposé à l'automne, en même temps que les élections canadiennes, où ce que Justin Trudeau et tous les fédéralistes, Parti conservateur inclus, NPD, vont certainement être questionnés par certains journalistes là-dessus. Le Canada anglais va être en feu parce que pour eux, c'est pas normal qu'une province, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on soit une nation, c'est qu'une province soit représentée à l'international. Alors, en plein cœur des élections fédérales, je pense que, et puis avec mon livre qui va avoir été publié depuis plusieurs mois à ce moment-là, la population va savoir en quoi, quels sont tous les avantages et tout l'argumentaire de tout ça. Fait que oui, les boys, ça s'en vient pour le vrai.
Tant mieux. Hey, Tant mieux. écoute, c'est tellement de bonnes nouvelles. On se croise les doigts. On veut que ça se concrétise. On veut y croire. Fait que, écoute, moi, j'ai bon espoir qu'on va y arriver. Alors, On voit comment le sport est rassembleur. Hein? Absolument. On l'a vu là, avec la Ligue junior majeure, là, les jeunes là, qui ont gagné la Coupe Mémoriale. Là, je me rappelle plus de... Oui. Tu sais, il y a eux, puis là, oui. Rouen-Noranda, et là, on le voit aussi avec le basketball là, ici au Canada. Là, c'est quand même pas ça. il y a une frénésie. Il y a une frénésie. Là, c'est du basketball. Là, je veux dire, c'est quand même pas le sport national, là, mais quand même. Hey, vous savez, les gars, que le basketball, c'était comme le hockey sur glace. Le basketball, c'était inventé au Québec, à Montréal. Oui, oui. je savais ça. L'Université McGill, le premier vrai match de basketball qui s'est joué au monde avec la réglementation qui existe aujourd'hui. Il y a eu des petits changements au règlement, ça c'est certain, depuis ce temps-là. Mais toute la réglementation du basketball et le premier match de basketball sous cette réglementation-là a eu lieu aussi à Montréal. Ah oui, à Montréal. Ouais. Ah oui. Ben oui, c'est l'Université McGill, encore une fois. Ah ben écoute, moi je savais que la discipline, le basketball en tant que tel, avait été inventé au Canada, je pense en Ontario, si je me souviens. C'était un frère d'une école chrétienne, puis c'était pour des jeunes, puis il voulait les occuper dans un gymnase, fait qu'il avait pris un panier de pommes, puis il avait suspendu ça, puis c'est comme ça qu'il avait inventé cette discipline-là. C'est ça, j'avais vu ça dans le temps quand j'étais étudiant. Les publicités du Canada, là, tu sais, là, pour l'histoire du Canada. Ouais, la minute du patrimoine. Du patrimoine, la ouais, c'est fameuse minute du patrimoine. Oui, mais la réglementation, quand tout sport devient légitime et vrai, le jour qu'il y a une réglementation qui existe, et cette réglementation-là, c'est l'Université McGill qui l'a rédigée, tout comme le hockey sur glace, et tout comme le rugby au Pays de Galles, et le foot en Irlande et en Écosse. Hey, en tout cas, moi, je trouve que ça serait de gros bon sens que ça revienne dans le giron et qu'on puisse effectivement comme avoir un sport comme le basketball qui puisse être pratiqué, entre autres, un petit peu partout à travers le Canada et au Québec. Je pense que ça serait bien éventuellement de peut-être avoir une équipe... Un peu, le ballon chasseur n'est plus accepté dans nos écoles. Ah oui, c'est trop violent. C'est trop violent, les gars. Je ne sais pas le basket. Écoute, je suis tombé à terre. Moi, j'avais même pas... Comme vous savez, je suis connecté là, sur les réseaux américains. Fait que la semaine dernière, à Fox Network, il y a une madame qui est de Vancouver, là, Oui. et leur invité. Mais écoute, on a été ridiculisé, on ridiculisé le Canada comme pas à peu près, elle inclus. Ah oui? Ça n'est même pas drôle ce que les analystes à Fox disaient de ça, dont des athlètes, là, parce qu'à Fox, c'est pas juste des journalistes de la droite là, totale. T'as tout le temps des démocrates, t'as tout le temps des artistes ou même des athlètes. Et puis, les gens trouvaient ça tellement ridicule là, que j'ai dit, ben voyons donc. C'est les 5 visages de l'oppression. J'ai commencé à lire nos médias là, à partir de là. Voyons donc. Tu parles de la chercheure qui a fait une étude, en tout cas qui va la présenter bientôt, qui parle des 5 visages de l'oppresseur à travers le ballon chasseur. Hein? Oui. C'est complètement débile. Mais c'est de la maladie mentale. Ça, c'est une chercheuse de la Colombie-Britannique. Je pense que c'est une professeure de psychologie à UBC. Écoute, je sais pas ce qu'ils mettent dans leur pipe à crack, eux autres, là, mais il y a ce courant-là, présentement, des intersectionnalistes, là, des postmodernistes, là, ils sont gravement atteints. Ils sont vraiment gravement atteints. Et je ne sais pas s'ils sont au courant à quel point ils nuisent à leur discours puis à leurs idées en avançant des stupidités de la sorte.
puis en associant comme de l'agressivité masculine, puis à des disciplines sportives du genre, puis à dire que c'est la domination d'un homme sur un autre. Puis, écoute, c'est le délire. Sauf que je peux te dire que si c'était un transgenre qui était champion du monde au ballon chasseur, ça serait correct. Ah, là, il n'y aurait pas de problème. Toi, t'es beau, toi, t'es parfait, mesdames et messieurs. Écoute, ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Oui, mais je pense que je l'écoutais à Fox Network là, quand j'ai été mis au courant de ça. J'ai dit, maudit, Québec solidaire devrait devrait mettre une politique pan-canadien à l'échelle canadienne. Il y aurait plein de gens qui suivraient. Écoute, ça nage dans le délire. Moi, honnêtement, là, c'est une des choses qui me dérange profondément. C'est une des choses que je parle justement après ta chronique, Bob. Je veux discuter, je veux aborder avec vous. Là, il y a comme une espèce de changement de paradigme gouvernemental. Il y a une nouvelle forme de gouvernement qui est en train d'émerger. Et il y a le penseur français Michel Onfray là, qui propose, qui essaie d'expliquer, puis de définir, puis de camper, c'est quoi cette nouvelle forme de gouvernement. C'est littéralement l'application du roman 1984, de George Orwell. Oui, écoute, on vit ça présentement. C'est un grand visionnaire, lui-là, parce qu'on vit vraiment ça dans la réalité. Dans le sport, aux États-Unis, dans une compétition universitaire, un transgenre dans le 400 mètres, qui était un coureur classé 167e aux États-Unis dans le 400 mètres, lui il a décidé qu'il devenait transgenre. Puis il s'est présenté à la compétition 400 mètres féminin. Et puis, ils ont été obligés de l'accepter, puis il a gagné. Fait que les femmes... les transgenres, faites attention, les transgenres s'en viennent dans le sport féminin pour remporter des médailles. Sérieux, là, ça en est rendu ridicule. Il y a ça d'une part, puis regarde d'autre part, qui est-ce qui dirige présentement la Fédération des femmes du Québec? C'est un homme solide. Il est temps que les hommes deviennent des femmes, soient en charge de la Fédération des femmes. Si tu vas te faire garocher des tomates à soir, Bob, cache-toi. Cache-toi. C'est ridicule, mais sont où nos femmes? Oui, effectivement. Excuse le mot, pour le crisser dehors de là. C'est sérieux, ça n'a aucun bon sens. Écoute, moi, je pense que les femmes trans ont leur place dans la société, mais écoute, à un moment donné, c'est parce que là, on parle de femmes biologiques qui ont un vagin, qui ont des seins. Regarde, on parle d'une femme, là. OK? Et la Fédération des femmes, ça serait normal qu'elle soit représentée. Je ne veux pas embarquer dans le débat long et en large, là, mais il me semble que ce serait le gros bon sens qu'une organisation comme ça soit représentée par une femme qui est une femme biologique, pas une femme qui est femme dans sa tête. Oui, puis le problème avec ça aussi, c'est ces mouvances-là dénoncent toujours la discrimination, mais eux autres, ils veulent qu'on les discrimine constamment positivement. On appelle ça de la discrimination positive, mais c'est une forme de discrimination quand même. Moi, je suis contre toute forme de discrimination. C'est ça. Toute. À un moment donné, là, moi, je trouve que c'est rendu que ça pousse fort dans toutes sortes de choses sur des minorités de minorités, en plus. Ouais. Parce qu'on parle d'un individu sur 150, 200 000. Moi, je veux pas... tu sais, dans le passé, là, bon, c'était pas parfait, là, mais règle générale, je pense que des personnes comme ça qui assumaient un autre sexe. On était capable de les accommoder, mais t'as pas besoin d'essayer d'imposer une vision à la majorité. Puis là, faudrait qu'il y aille comme de tous les genres à la télévision. Là, ça prend des queers, ça prend des... Mais c'est n'importe quoi, ça. Bob, écoute, puis Christian, moi, j'ai un ami qui est homosexuel. Je lui dis, hey, c'est quoi tu penses de ça, toi, les affaires d'idéologie de transgenre? C'est n'importe quoi, ce calice. Mais plus que ça, c'est parce que... Il est homosexuel. Oui, mais c'est parce qu'il comprend que ça fait du tort à la cause des gays et des lesbiennes. Le mouvement LGBT, là,
Ils vont tellement loin présentement dans leur démarche. Puis là, Bob, il le soulevait avec la question sportive. Oui. Mais écoute, tu te ramasses avec des athlètes transgenres qui vont compétitionner contre des membres de l'autre sexe. Mais c'est parce qu'un homme, physiquement, c'est plus fort qu'une femme. Puis même si tu lui donnes des hormones féminines, tu lui donnes l'oestrogène puis la progestérone, la masse musculaire, elle reste là en partie quand même. Et ça fait en sorte que l'homme, la femme trans va être capable de surpasser une majorité de femmes qui compétitionnent professionnellement ou au niveau amateur. Je comprends pas qu'on comprenne pas ça. Je comprends pas qu'on soit obligé d'expliquer ça. Ouais. Tu sais, l'université, c'est au Texas, ça, pour ça. L'université se trouvait très mal placée. Ils ne permettaient pas de participer. Ils étaient pour avoir une montée de lait contre eux. Ils permettent de participer à gang, mais une montée de lait contre eux aussi, parce que là, t'as un paquet de bonnes femmes d'athlètes là, qui sont pas contentes. Hein? Mais qui sont vraiment pas contentes. Hein? Puis c'est drôle. Je les comprends. On ne les entend pas. Leur discours, eux autres, leurs protestations, leurs récriminations, qui sont tout à fait justifiées, on ne les entend pas. On va entendre, au contraire, l'apologie, savoir à quel point c'est extraordinaire qu'une femme trans ait pu gagner un championnat comme ça. Tu dis, ouais, mais regarde, il y a quelque chose qui ne marche pas là-dedans. Puis c'est pas par manque de respect à la femme trans ou à l'homme trans ou à qui tu voudras. Là. C'est juste de dire, regarde, faites une compétition de femmes trans à rigueur, si vous voulez en faire une. Oui. Mais de faire compétitionner une femme trans avec une femme qui n'est pas une femme trans, ça marche pas. Tu te rends compte? Asti, tu sais, je suis obligé. Non, mais tu te rends compte que je suis obligé. Puis là, je suis certain, là, si, tu sais, t'as des activistes qui nous écoutent, là, ils vont dire, hey, as-tu vu la gang de transphobes, toi, à Radio Info? Oui, c'est clair. Ils sont contre les trans. Non, Chris, je suis pas contre les trans. Je suis juste que, regarde, faut y aller avec le gros bon sens. Puis tu peux pas faire compétitionner une femme trans avec une femme. Comme tu peux pas... Si tu prends un homme trans, donc à la base, c'est une femme qui a décidé de devenir un homme, t'as fait compétitionner, là, mais c'est sûr que, regarde, elle sera pas de calibre face à un homme. Ben non, des athlètes. Des résultats pour pouvoir participer à un haut niveau. Ben voilà! Il me semble que c'est triste. Sauf que là, si on empêche les hommes trans d'aller compétitionner, mais qu'on là, t'es transphobe. C'est ça. Là, on va faire la discrimination envers les hommes trans qui vont compétitionner avec les femmes. Ouais. Fait que là... Ah, ben c'est ça. Fait que là, le futur, c'est que aux Jeux olympiques, tu vas avoir discipline masculine, discipline féminine, puis discipline trans. Ils s'en vont là... Tu sais, c'est pas à veille de passer, là, les gars. Là, mais... Ils vont essayer de le passer aux Olympiques, hein? Check bien ça, là. Ça s'en vient, là. Ça s'en vient. Ça s'en vient, là. Si c'est pas aux prochaines Olympiques, ça va être l'autre après, mais pas plus loin que ça, là. Puis tu vas voir, regarde, ils vont essayer de nous le passer. Puis là, il va falloir faire un petit peu qu'avec Kim Jong-un, quand il se présente sur le stage, hein. Faut que tout le monde se lève puis qu'on applaudisse, sans relâche, à tout rompre, jusqu'à temps que l'athlète fasse « OK, c'est beau », tu sais. En tout cas, les gars, pour venir à nos moutons, de plus en plus, quand le jour que la motion va être déposée, c'est certain que pour une étude de faisabilité ou la possibilité de mettre sur pied des équipes, je sais pas ça va être quoi les mots qu'ils vont utiliser, mais chose certaine, c'est qu'il va y avoir beaucoup de personnalités québécoises de tous les milieux qui vont être d'accord avec ça. Et puis, le débat va certainement venir du Canada anglais beaucoup plus que du Québec, parce que même les fédéralistes québécois sont d'accord avec ça, parce que, trompons-nous pas, là, M. Tanguay, là, c'est un grand ami du Parti libéral, grand donateur du Parti libéral. Alors, le débat va être Canada versus le reste, Canada versus Québec. Mais tu sais, Bob, écoute, traditionnellement, moi je te dirais jusqu'au début des années 2000, la position du Parti libéral du Québec, c'était une position fédéraliste.
mais Ben, dans un cadre nationaliste québécois. Fait que c'est comme Robert Bourassa. Il faisait la promotion d'un nationaliste québécois, mais enchâssé dans le fédéralisme canadien. Puis, écoute, ça allait chercher comme une portion substantielle de l'électorat québécois francophone de souche. Oui, ça allait chercher les francophones du Parti libéral. Mais ils ont tous collissé dehors. Ils ont tous sacré dehors avec toute la question, avec quand Charest, à la fin de l'ère Charest, puis avec le début de Couillard, il a littéralement comme verrouillé à double tour, puis il a dit « Hey, les Québécois de souche, vous êtes une gang de crottés, vous méritez pas d'exister, vous devez vous assimiler au reste du Canada, vous devez accepter que vous êtes... C'est ça, vous êtes une communauté parmi tant d'autres, au même titre que les ressortissants du Pakistan ou du Timor oriental qui vivent au Canada. » Non, c'est en plein ça. Ils ont... puis je suis pas certain qu'ils vont être capables de remonter la côte, eux autres. Là. Surtout pas de la façon que la CAQ est allée chercher justement ces francophones libéraux-là ou francophones fédéralistes, nommons-les comme on veut, mais qui ont une fierté québécoise. Comme Serge Chavard était. Serge Chavard, c'était un conservateur, un grand ami de Mulroney, toute la gang, mais fier québécois, nationaliste au bout. Tu noteras à quel point, Bob, si tu me permets, tu noteras à quel point le Parti libéral va pousser dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, en faveur d'une réforme du système de scrutin. Ils vont la vouloir, eux autres, la réforme, parce que la proportionnelle, ils la veulent, parce qu'elle va leur garantir non seulement la survie du Parti libéral, mais aussi l'obtention de ce qu'ils ont besoin, la marge, parce que leur électorat, c'est Montréal. Et c'est la communauté anglophone de Montréal, c'est une bonne partie de la communauté allophone. Donc, c'est leur électorat à Montréal et ils savent qu'avec une réforme du scrutin, ça va leur assurer la pérennité de leur parti et la reprise du contrôle du pouvoir à terme. Ah oui, c'est un minimum de tout le temps à chaque élection qui va être un minimum de 25 qui va aller jusqu'à 32, 33, 35 Et c'est pour ça que moi, je veux pas ça. Honnêtement, là, moi, je veux qu'on... Écoutez, on en fait une réforme. La réforme, on la fera là, la journée qu'on fera un pays. Tant qu'on n'est pas un pays, on n'en fait pas de réforme électorale, on se tire dans le pied. C'est carrément pogner un 12, mettre une slug, refermer le gun, puis tirer sur le chien, puis tirer sa gâchette, puis on se vise le pied. Hein? C'est exactement ça qu'on fait en tant que peuple si on accède à cette requête-là. Parce qu'à la base, ça a l'air d'être une bonne idée, mais c'est un piège à con. C'est carrément un piège à con. Ah oui, écoute, j'ai lu un peu, pas tant que ça, mais j'ai lu un peu sur qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui est comme projet sur la table, à l'étude, et puis je me dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Ben, les démocrates essaient de faire la même chose aux États-Unis en éliminant le collège électoral, parce qu'ils savent très bien qu'eux vont être au pouvoir tout le temps avec la Californie, l'Illinois, et l'État de New York qui vote à 65, 68, 70 démocrates depuis tout le temps. Alors, ils pourront pas changer faire une réforme comme ça, puisque ça prend 66 des États qui votent pour. Alors, oubliez ça, là. Ça passera jamais, mais ils aiment ça en parler. Hey Bob, on te remercie d'avoir été avec nous cette semaine, puis content de voir qu'on était capable de faire une chronique au complet sans avoir de problème technique. C'est génial. Oui, non, c'est correct, c'est merveilleux, les gars. Puis, prenez-vous des vacances quelque temps bientôt, vous autres? Oui, écoute, la semaine prochaine, c'est la dernière de la saison. Donc, on espère que tu vas être avec nous pour l'occasion, pour saluer nos auditeurs. Puis après ça, on va reprendre probablement fin septembre, début octobre. OK. Bon, ben, bonne soirée à vos auditeurs, puis à la semaine prochaine, les gars. Merci d'avoir été avec nous, Bob. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine. Et vous, mesdames et messieurs, restez des nôtres parce qu'on vous revient tout de suite après la pause avec Derry en direct. C'est un rendez-vous. Restez avec nous. On vous revient. Merci d'écouter radioinfocité.com.
Si vous avez des commentaires, des idées, nous vous invitons à nous écrire info@radioinfocité.com. Merci à nos partenaires Vigile.Québec, un site qui vous offre l'actualité vue autrement. On aimerait également remercier la Fondation Équipe Québec pour une équipe nationale dans chaque discipline sportive. Devenez membre de la Fondation Équipe Québec. Merci également à Motel Robertval au 1-877-990-9903. Merci à Solutions Concept Web SLC. Vous pouvez les rejoindre au 1-855-564-2835. Petite pause pour vous rappeler que vous écoutez radioinfocité.com. Pour tout commentaire, vous pouvez écrire studio@radioinfocité.com. Ici Max Bradette. Vous êtes à l'antenne de radioinfocité.com, la radio branchée sur l'actualité. Et nous sommes de retour, donc, pour ce dernier segment de votre émission, mesdames et messieurs. Oui, elle est faite pour vous. Les chiens fous. Alors, pour dérir en direct la dernière portion de l'émission, je vous propose donc plusieurs sujets, comme on le fait à toutes les semaines. Puis, le premier sujet avec lequel je voulais commencer. On va parler d'un sujet qui nous tient pas mal tous à cœur, les auditeurs de Radio Infocité, c'est-à-dire la question de l'indépendance nationale. Et remarquez, il y a presque 20-25 ans, depuis le référendum de 95, vous savez aussi bien que moi que on a presque complètement arrêté de parler d'indépendance. On en parle, on en parle nous à la radio, tout ça, mais on regarde ne serait-ce que le Parti québécois lui-même a tenté d'éviter la question, on voulait faire la gouvernance, on a parlé de gouvernance souverainiste. Le référendum souvent aussi. C'est ça. On a parlé de toutes sortes de choses, mais de parler de l'indépendance, de l'option, des avantages, des inconvénients, on a comme complètement cessé d'aborder ce sujet. Et pourtant, c'est fondamental. Et on fait le constat suivant, 25 ans plus tard, 25 ans après le référendum de 1995, le sentiment indépendantiste au Québec s'est flétri en partie, mais où il y a le plus de dommages, c'est chez nos jeunes, c'est chez la génération montante. Et j'ai pu le vérifier. J'ai pu le vérifier. Là, vous allez me dire, comment? Ben, vous savez, je suis enseignant. Hein? Et j'ai décidé de faire une expérience, en fait. Dans le cadre de mon cours, je peux me permettre de bâtir les évaluations. Puis, je dois avoir une question longue, une question à développement pour une compétence dans le bulletin. C'est compliqué, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais que j'ai décidé de leur demander, de leur poser la question. Est-ce que le Québec doit devenir un pays? Point d'interrogation. Ça, c'est la question. Et je leur ai soumis 4 textes. Donc, 2 textes en faveur de l'option indépendantiste, 2 textes en faveur du fédéralisme canadien. Et les résultats sur 4 groupes, c'est aux alentours de 70%. Donc, que c'est le non. En fait, c'est le non qui l'emporte par 70. 70, 30 pour le oui. Vous allez me dire, c'est pas si pire, il y a quand même 30% encore de jeunes qui sont indépendantistes. Oui, c'est vrai, on peut le regarder de cette façon-là. Mais moi, je voulais analyser ceux qui sont en faveur de l'option fédéraliste. Pourquoi sont-ils en faveur de cette option fédéraliste? Alors,
j'ai commencé, j'ai pas eu le temps là, de rentrer dans l'ensemble des copies. Vous comprendrez, l'examen a été administré il y a très peu de temps. Mais j'ai quand même lu environ une vingtaine de copies sur les 120 élèves que j'ai. Et qu'est-ce qui ressort de ça pour l'essentiel? Ben, première chose, le manque de confiance. Là, ils vont dire, oui, mais c'est normal, c'est des jeunes, leur identité est fragile, est en construction. Non. C'est pas juste un manque de confiance en soi, c'est un manque de confiance dans la société et dans le peuple. Dans la vie en général. Dans le peuple que nous sommes. C'est ça. Ça, c'est numéro 1. Puis, c'est d'aller voir qu'est-ce qu'il y a ailleurs. Puis ailleurs, c'est bon, c'est beau, ça réussit, ça a une identité forte. Oh, et ça, c'est l'autre symptôme. Toute la question de l'identité. On a tout fait pour déconstruire l'identité québécoise et pour l'affaiblir depuis, mon Dieu, presque 20 ans. Et maintenant, on est en train de récolter les fruits pourris, mais les fruits tout de même de cette attitude que nous avons eue à l'égard de nos jeunes. Et on a eu, il y a quelques mois, on avait reçu Mathis Malenfant, qui était venu nous voir, et il nous avait dit quelque chose qui m'avait frappé à l'époque. Et il m'avait dit, écoutez, les jeunes, il n'y a plus personne qui leur parle. Oui. C'est ça qu'il nous avait dit. Puis ce qu'il avait dit, en fait, c'est qu'il n'y a plus personne qui nous raconte notre histoire. C'est ça qu'il a dit. Personne, parce que la majorité, il y a une majorité d'enseignants, présentement, qui enseignent dans nos écoles. Au primaire, vous savez, il y a l'univers social, il y a de l'histoire au primaire. Mais ils passent généralement 5 ans, 6 ans du primaire à faire la même histoire qui est tout le temps la même. Ils refont tout le temps l'histoire des Amérindiens pendant 6 ans de temps. Pourquoi? Parce que l'enseignante, qui est une généraliste, qui n'est pas formée pour enseigner l'histoire, est poignée pour enseigner quelque chose qu'elle n'aime pas, elle n'a pas d'intérêt. Puis 2, elle comprend plus ou moins notre histoire, mais elle est prise pour l'enseigner. Fait qu'elle enseigne toujours le premier chapitre, parce que c'est le chapitre le plus facile, celui des Autochtones, parce qu'ils n'ont pas de système d'écriture, parce que c'est une tradition orale, parce que, bon, on a juste à parler de 3 grandes familles, hein, les Algonquiens, les Iroquoiens, puis les Inuits. Fait que, donc, c'est ce qu'il y a de plus simple. Donc, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Donc, bien souvent, des profs, de la première à la 6e année, vont enseigner la même affaire, l'histoire des Autochtones. Fait que ceux qui nous disent « Hey, on parle pas assez des Amérindiens dans les cours d'histoire au Québec », je vais vous dire excusez-moi, c'est complètement faux. Ils ne font que ça au primaire. Et au secondaire, ils le refont en 3e secondaire. Et c'est dans l'examen du ministère en 4e secondaire. Fait que fiez-vous sur moi, ils connaissent plus l'histoire, du moins, ce qu'on en sait des Amérindiens, puisque c'est bâti sur la tradition orale, alors que pour ce qui est du régime français, etc., puis des faits d'armes, l'histoire qui est plus basée sur les héros de la Nouvelle-France, nos personnages, bien ça, c'est presque pas enseigné. En fait, ils ne voient que Champlain, Jean Talon. Tu es en train de dire que le programme a été édulcoré au fil du temps. C'est pas juste édulcoré. Ouais, on a complètement évacué les héros de la Nouvelle-France. On faisait le récit historique. Avant, on parlait de Madeleine de Verchères, on parlait de Lambert Closse, on parlait de, je sais pas moi, de l'Art des Ormeaux. Il y en a plein. Pierre, le moine d'Iberville, qui est mon préféré, qui est mon favori, moi, dans l'histoire de la Nouvelle-France. Il y en a. Écoute, des héros plus grands que nature, avec lesquels on pourrait faire des téléséries, on pourrait faire des films extraordinaires. Ça n'a jamais été exploité. Et là, non, on relègue ces gens-là dans l'ombre. Puis, ce qu'on nous dit, au contraire, dans l'histoire, c'est comme, oui, il y a eu des guerres entre les Français et les Anglais, mais à partir du moment où il y a eu la conquête, les Anglais nous ont, dans le fond, ils sont venus contribuer. Ils sont venus comme apporter quelque chose d'extrêmement positif aux francophones, puis se sont pris main dans la main. Et ils ont combattu ensemble contre les méchants Américains en 1812. C'est très adouci. Hein, comme... C'est ça le portrait qu'on tente de nous faire dépeindre à nous, les enseignants, pour qu'on dépeigne aux jeunes. Pas besoin de vous dire que moi, je rejette ça d'emblée parce que je connais mon histoire, je suis un historien de formation. Mais la plupart de mes collègues
qui ont un bac en enseignement au secondaire, eux, ils ont fait seulement que 5 cours universitaires en histoire. Le reste, au complet de leur baccalauréat, c'est des cours de pédagogie. Fait qu'ils connaissent pas ou très peu l'histoire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils enseignent le programme. Ils se cassent pas le basic. Ils enseignent le programme. Fait que, qu'ils comprennent l'histoire, ils le comprennent au travers du prisme des manuels de ce qu'ils ont lu, qui lui-même est édulcoré puis teinté. Qui sont très formatés, en fait. Ouais. Dans le fond, les profs, ils seraient formatés par les manuels de... Ben, c'est ça. C'est ça. Écoute, puis c'est terrible, là. Oui. C'est terrible. Puis c'est ça qu'on enseigne aux jeunes. Moi, j'ai même déjà entendu dire un prof d'histoire, puis j'ai eu une prise de bec avec lui, mais c'était correct, là, c'était très cordial quand même, là, qui me disait qu'on était des immigrants, nous autres aussi, puis que nos ancêtres étaient des immigrants. Ah, ben là, c'est... Oui, puis j'ai une collègue qui m'a dit la même chose. Il y a pas... Écoute, il y a pas longtemps, il y a 2-3 mois, j'ai dit « Arrête, tu me niaises! » Elle dit « Ben non, au sens strict, Christian, on est tous des immigrants. On est tous partis d'Afrique, puis on a quitté le continent africain pour migrer à travers la planète Terre. » Et... Je dis, hey, c'est parce que là... plus complexe que ça. Tu pars de loin, là. Tu pars de loin, là. Là, t'es même plus dans la préhistoire, là. T'es même plus dans la préhistoire, là. Tu sais, la préhistoire, il y a un phénomène, quand même, de début de sédentarisation, puis etc., là. Là, t'es même pas là-dedans, là. Là, t'es en train de me parler de l'Homo sapiens qui quitte l'Afrique il y a genre 200 000 ans pour aller coloniser la planète Terre. Regarde, là. C'est pas ça, créer une nation. C'est pas ça, créer une civilisation. Créer une civilisation, là, t'as un peuple qui arrive sur un territoire qui est désert ou qui est inoccupé. OK? Puis tu construis des infrastructures. Puis tu fais rayonner une culture puis une civilisation sur ce territoire-là. OK? Quand on est arrivé ici, là, oui, il y avait des tribus amérindiennes, mais toutes les tribus amérindiennes qu'on racontait, ferme-toi, c'est mon téléphone Google qui se fait aller, on se fait espionner. Donc, on se fait dire, quand on est arrivé ici, là, les tribus qu'on a rencontrées sont devenues presque toutes automatiquement nos alliés, à 95%, hein, à l'exception des fameux Iroquois, la Confédération des 5 Nations. Mais tous les autres peuples sont devenus nos alliés. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils voulaient qu'on s'établisse et ils nous donnaient des terres. Ils disaient, ben regardez, allez vous établir là, à côté du Stade Laconé. Hein? Ensuite de ça, regarde, à Montréal, on s'est établi un petit peu partout. La Nouvelle-France, les territoires, contrairement à ce qu'on nous dit, nous ont été cédés. Fait que, tu sais, on dit, oh, c'est des terres Mohawks non cédées. Fuck you! C'est pas c'est pas un territoire non cédé. C'est un territoire cédé, bâtard! Ils ont dit, oui, mais ça n'a pas été cédé par les Mohawks, ça a été cédé par une autre tribu. Ouais, pis? Parce que tu penses que c'est les peuples amérindiens, là, les peuples autochtones qui occupaient l'Amérique du Nord, là, tu penses qu'ils s'aimaient tous? Tu penses qu'ils se tenaient la main par la main en fumant le calumet puis en dansant kumbaya autour du feu? Est-ce que c'est ça que tu penses? Est-ce que tu sais que ces gens-là s'entretuaient de façon très, très violente? Est-ce que tu sais que on faisait cuire des ennemis puis on les bouffait? Est-ce que tu sais ça? Arrêtez d'idéaliser quelque chose qui n'a jamais existé. Présentement, il y a des gens qui essayent de reconstruire, de recomposer une histoire qui n'a jamais existé. C'est pas ça du révisionnisme. Ah, mais c'est plus du révisionnisme. Ça va beaucoup plus loin que du révisionnisme. On invente quelque chose. Invente des choses. Et là, on vient de dire, ça, c'est un progrès. C'est un progrès de l'histoire. On a acquis un nouveau savoir. Ah oui, tu l'as pris où ton savoir? Tu bases ça sur quoi? Est-ce que tu bases ça sur une méthode empirique? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu as des sources primaires? Est-ce que tu as des éléments de preuve qui viennent dire que ce que tu dis, c'est ça? Parce que moi, mon histoire est basée sur des preuves matérielles, est basée sur des sources primaires, sur des sources écrites, est basée sur des éléments d'archéologie, est basée sur la science. Toi, ton histoire est basée sur quoi? Sur des fables. Fait que si je te dis le lièvre et la tortue, toi, tu vas me dire, ben ça, c'est vrai. Hein? Il y a un lièvre puis une tortue qui ont fait une course, puis le lièvre a pris un break, puis c'est la tortue qui a gagné. Puis toi, tu prends ça pour du cash, là. C'est ça que tu me dis, là. Ben, si tu me dis ça,
Qu'est-ce que je te dis? J'ai plus grand-chose avec toi. Je trouve ça incroyable. Je trouve ça littéralement incroyable. Mais bon, ben alors voilà. Et tout ça pour revenir aux jeunes. Oui. On a fait un grand détour. Là. Mais là, il t'en reste à corriger, là, je comprends bien. Ah, il m'en reste, écoute, une majorité à corriger. Fait que peut-être que ça va changer. Non, mais là, j'ai screené. Là. J'ai screené. Là. J'en ai lu environ une douzaine, une vingtaine, mais j'ai regardé là, le premier paragraphe. OK, je comprends. Dans le premier paragraphe, dans l'introduction, ils prennent position. S'ils sont s'ils votent oui ou s'ils sont pour l'indépendance ou sont contre l'indépendance. Et je te dis, 70% sont contre. OK? Et donc, l'élément de l'identité, on a une identité qui est fragile et fragilisée, les Québécois. Donc, quand on disait il y a quelques mois qu'on fait un grand retour en arrière, là, on revient aux années 60, à la reconstruction de l'identité québécoise, puis à la fortification de cette identité-là pour être en mesure de revenir à la charge avec l'idée de l'indépendance. On ne pourra pas, tant que ça ne sera pas fait. Tant qu'on ne sera pas capable de vendre l'idée aux jeunes puis aux immigrants que être québécois, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qui mérite d'exister dans le temps, qui mérite la pérennité. Tant que ça ne se fera pas, oubliez ça, ça n'arrivera pas. On ne sera pas capable d'accéder à l'indépendance du Québec. Pour moi, là, c'est clair comme de l'eau de roche. Donc, pour l'instant, c'est ce que ça me donne comme verdict. Faut jouer sur la confiance, redonner confiance aux jeunes. Quand ils regardent des vidéos sur YouTube, là, ils regardent des vidéos sur quoi? Ils regardent des vidéos sur l'environnement. Ils entendent Greta Thunberg parler, qui est une jeune autiste Asperger de 15-16 ans, qui répète des discours. Hein, sa mère ou des activistes... c'est poussé par un lobby très fort. Écrivent ces discours et vont à ce moment-là lui demandent de lire, puis là il est là, puis vous devriez vous sentir coupable, puis vous devriez pas dormir la nuit, puis on va tous mourir, il nous reste 10 ans à vivre, puis c'est de votre faute, puis vous êtes coupable. C'est ça que les jeunes entendent. Ouais. Fait que là, les jeunes font « Hey, qu'est-ce que c'est ça? » Fait que là, ils vont dire « Hey, notre vie est menacée. » Donc, on va pas se soucier de notre culture puis de notre peuple. Ouais, on va penser à sortir les vidanges puis le bac de recyclage, puis faire du compost. Ça va être le sujet de ma prochaine chronique la semaine prochaine, ça. Écoute, l'éco-anxiété. Ah, ça n'a pas de bon sens! Les jeunes sont tous anxieux, c'est débile. Hey, mais là, c'est parce que là, il y a des jeunes qui sont ces pilules puis qui dorment plus, là. Ouais. À cause de ça, là, ça a juste même pas de bon sens. Écoute, voilà pour ça. L'autre chose que je voulais discuter avec toi, c'est donc, tu sais, ces jours-ci, c'est le 70e anniversaire de la publication du roman 1984, oui. Donc de George Orwell. Et là, on a Michel Onfray, concours de circonstances, qui publie un essai, puis dit voici, on est pris dans le schéma d'une dictature d'un type nouveau. Elle suppose un certain nombre d'objectifs. Premièrement, détruire la liberté. Deuxièmement, appauvrir la langue. Troisièmement, abolir la vérité. Quatrièmement, supprimer l'histoire. Nier la nature. Propager la haine et aspirer à l'empire. Comment ça se décline? Alors, premièrement, pour être en mesure de détruire la liberté, il faut assurer une surveillance perpétuelle et omniprésente. Ah, tiens donc. OK? Donc, des caméras partout. Sur votre téléphone, un Google Home, hein, c'est tellement pratique. On parlait du crédit social en Chine. Oui, absolument. Mais là, mais on le fait ici aussi. Oh, oui, c'est commencé. C'est commencé aussi. Commencé. Hein? Donc, assurer une surveillance perpétuelle, ruiner la vie personnelle parce qu'elle n'existe plus, ta vie personnelle, puisqu'il y a des micros et il y a des caméras dans presque toutes les pièces, quand il n'y en a pas carrément dans la chambre à coucher. Hein? Supprimer la solitude. Donc, tu penses que tu es seul, tu t'ennuies, tu sors ton cellulaire, tu n'es pas tout seul. Hein? Donc, peu importe ce que tu fais, tu peux ne jamais être seul.
Moi, je me fais tellement plaisir là, quand je suis dans une salle d'attente. Là, je suis seul qui n'a pas de cellulaire ou j'ai pas de cellulaire. Ouais. Et là, je regarde tout le monde. Il y a un mal-être, là. Tu sais, là, quand ils sont pognés, là, on n'est même pas capable de se regarder dans les yeux où je fais un sourire. Les gens Bonjour, ça va bien? Les jeunes en particulier. C'est capoté. Même les plus vieux, c'est rendu, même là, ceux qui sont 45, 50, sont rendus addicts à ça. Mais chez les moins de 30 ans, c'est épidémique. Oui, c'est pire. Les gens ont énormément de difficultés à entrer en contact avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Ouais. Et ça, c'est très inquiétant parce que c'est en train de changer radicalement les liens interpersonnels. Ouais. Donc, tu communiques uniquement avec des gens de façon virtuelle et quand c'est en face-à-face, uniquement avec des gens que tu connais déjà. Ou sinon, que tu planifies rencontrer via, par exemple, des sites de rencontres en ligne, là, des choses du genre. Là. C'est d'un ridicule consommé. Alors, je poursuis donc la fameuse nomenclature. Supprimer la solitude, se réjouir des fêtes obligatoires, uniformiser l'opinion. Et ça, au Québec, on est tellement fort là-dessus. Il faut que tout le monde ait le même discours, la même idéologie. Si tu es un dissident, automatiquement, ils vont te rentrer dedans, mais solide. Ils vont discriminer, mais négativement. Oui. Et dénoncer, finalement, le crime par la pensée. Hein, dénoncer le crime par la pensée, ça aussi, c'est quelque chose de... T'as pensé à, je sais pas moi, à voter pour le PQ, espèce de maudit séparatiste sale. C'est ce genre de rhétorique. Oui, replié sur toi-même. Comment oses-tu? J'entends comme... Hey, mais toi, tu es en train de parler du nouvel ordre mondial. Il me semble qu'on a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Hein? Ben écoute, c'est des vases communicants. C'est bon, c'est bon. ça, les sciences humaines. Une chronique sans saut environ. Ben oui. Je continue. Pour appauvrir la langue, il faut pratiquer une langue nouvelle. Hein? Le transgenrisme, le postmodernisme, hein? L'intersectionnalisme, le néo-féminisme, etc. Hein? C'est pas merveilleux, ça? Hein? Donc, utiliser le double langage, toujours avoir une double signification, genre le multiculturalisme. Hein? Fait que là, dans la tête des gens, le multiculturalisme, tout le monde pense que c'est d'être ouvert à toutes les cultures. Oh, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, c'est l'ouverture à l'autre. Bon, moi, je suis pour ça, l'ouverture à l'autre. Moi, j'appelle ça, je ne sais pas si les gens vont se rappeler, moi, j'appelle ça une éthique de façade. Ouais. C'est comme, on nous propose une idéologie et toujours sur une belle... sous de belles valeurs, sous de belles... de bonnes intentions. On enveloppe ça. Là. C'est ça, une éthique de façade. Mais c'est parce que c'est instrumentalisé par le politique. Oui. Et quand on parle du multiculturalisme, là, les gens, on abuse de la bonne volonté des gens en leur dépeignant ça comme multiculturalisme, alors que c'est pas ça, le multiculturalisme. Mais il y a un agenda en arrière, c'est ça. Le multiculturalisme qui est enchâssé dans la Constitution canadienne, ce que ça dit, c'est que l'immigrant n'a pas à s'adapter à la société d'accueil, c'est à la société d'accueil de s'adapter à l'immigrant. C'est ça, le multiculturalisme à la canadienne. C'est pas la même affaire pantoute, ça, là. C'est ça, le plan. C'est pas la même affaire pantoute, ça, là. Il y a un agenda caché. Et voilà, c'est ça le double discours, le double langage. Détruire les mots. Hein? Génocide autochtone. Ben oui. Ça vous rappelle quelque chose? Ben oui. C'est ça. Donc, on veut tenter de donner un sens à des mots qu'ils n'ont pas. Hein? Tout le monde est raciste. Donc, tout le monde est xénophobe. Tout le monde est... Exemple, un préjugé, mettons, envers une communauté quelconque. Ça peut être un préjugé. On va dire, c'est un propos raciste, mais non, c'est pas raciste, c'est un préjugé, c'est pas pareil. Nationaliste égale chauvin, égale xénophobe, égale raciste. Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça. C'est des raccourcis intellectuels. Présentement, mesdames et messieurs, si vous vous réclamez de l'indépendance du Québec et du nationalisme, vous êtes assimilé par une bonne partie des Canadiens comme étant un raciste notoire. Soyez-en conscients. Et tout ça à cause de cette doctrine-là que je suis en train de vous expliquer. OK? Donc, on détruit le sens des mots, on oralise la langue, OK? Donc, on invente des mots qui n'ont aucun sens. On parle une langue unique. Hein?
la langue unique, c'est quoi? Ben, c'est d'aller go universal, my friend. Guess what? It's English. Okay? If you want to speak properly, you have to speak English, because otherwise, if you speak another language, such as the French language, you speak an inferior language. Donc, vous devez parler français. OK? C'est ça, là. C'est ça, la réalité. Et supprimer tout ce qui est classique. Et ça, je me souviens, écoute, on a notre bon ami Claude qui avait, dans le cadre de son enseignement, qui faisait de l'enseignement de la littérature classique française pour enseigner le français. Et il faisait un excellent travail avec ça. Écoute, il était littéralement conspué par ses collègues et par la direction, par ses directions, parce que à l'époque, il disait, ben moi, je veux faire du Corneille, je veux faire des grands classiques français avec mes élèves, parce que c'est comme ça que je vais enrichir leur culture, leur bagage de connaissances. C'est évacuer le socle commun. Oui. C'est carrément ça. Mais c'est notre culture commune. Exactement. Alors, on détruit cette culture commune-là en appauvrissant le langage. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va abolir la vérité. Alors, comment qu'on fait ça? On enseigne une idéologie, puis on vous la rentre dans le coco. On répète. Ça, c'est bon, regarde. La diversité, c'est bon. La diversité, c'est le progrès. La diversité, c'est extraordinaire. OK? Je suis pas contre la diversité, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est, regarde, on pèse sur le brick. OK? Quand j'entends Justin Trudeau répéter ça, là, ad nauseam, il vous le rentre dans le coco, là. Il vous rentre dans le coco, là. Puis pas juste lui. Tous les grands médias de masse. Oui, la diversité a une certaine place. Elle ne doit pas avoir toute la place. Par exemple, on doit laisser une place à la majorité. Oui. Et c'est ça aussi. Fait que c'est comme, oui, ménager une place à la diversité. Oui, ménager une place plus large pour la majorité. Parce que, guess what? Elle est majoritaire. Hein? OK, on poursuit donc. Instrumentaliser la presse. Ah, c'est non. On la subventionne. Écoute, tu es en train de parler du protocole des sages de Sion, toi. Ouais, arrête-moi avec tes affaires de propagande. Là. Propager des fausses nouvelles. On sait bien que Radio-Canada ne fait jamais ça, heureusement. Et produire le réel. OK? Ce qui est une notion un petit peu moins claire dans mon esprit. Supprimer l'histoire. Alors, hein, il faut effacer le passé, on l'a dit tantôt, réécrire l'histoire. Inventer la mémoire. C'est ça que je vous disais tantôt, là. On parlait tantôt avec l'histoire avec Mathis Malenfant. Et ça, c'est à travers, c'est d'autant plus, on va l'observer à travers les technologies numériques et le monde virtuel. Oui. Plus on est submergé d'images et on peut reconfigurer une histoire complète. C'est d'un ridicule complet et total. On détruit les livres, hein. On incite les gens à aller vers les tablettes, à aller vers le net, mais tout ce qui est littérature, on rend plus difficilement accessible certains ouvrages. Et là, je pense notamment à quelqu'un que j'ai lu il n'y a pas longtemps, que lui, il avait une copie, il est en Europe, puis il y avait une copie de Mein Kampf dans sa bibliothèque. Et là, il a appris que le livre était presque remis à l'index. Il y a des gens qui se sont fait saisir ces livres-là. Il dit, oui, mais écoutez, moi, je suis un universitaire, puis je pense que... un historien. C'est ça. Et moi, je pense que c'est un ouvrage important. Je dis pas que j'adhère à ce livre-là. Je dis pas que je suis d'accord avec ce livre-là, mais c'est un outil important qui permet de comprendre la pensée de millions de personnes durant une certaine période historique. Puis même si je suis en profond désaccord, je vois pas pourquoi on interdirait des livres. Ça inclut, moi, la censure. Oui, bien, exactement, au même titre que ça se fait, par exemple, présentement avec YouTube ou avec sociaux. Facebook qui viennent... Et là, c'est des compagnies, c'est des entreprises privées qui viennent censurer des individus, qui viennent leur dire « Hey, t'as pas le droit de dire ça sur la place publique. T'es qui, toi? Ah, ben moi, je suis un multimilliardaire qui possède une entreprise. Avec l'aval des gouvernements mondiaux. Oui. À travers le monde. Oui. Écoute, on va voir jusqu'à quand on va pouvoir vous jaser, mesdames et messieurs. On espère qu'on va pouvoir le faire encore longtemps. Si à soir, il s'est pas passé quelque chose. Oui. Puis on en a parlé un petit peu en dehors des ondes, mais bon, on continue. Donc, industrialiser la littérature, donc formater pour que tout le monde écrive à peu près la même affaire. Supprimer l'histoire. Pour nier la nature, il faut détruire la pulsion de vie. Faites pas des enfants.
Vous allez tous mourir dans 10 ans. Oui. Imaginez l'empreinte écologique que cause un enfant dans une vie. Oui. Est-ce que vous voulez faire subir ça à la planète Terre? Vous devriez vous sentir mal. J'espère que vous vous sentez coupable de vouloir baiser avec votre chum ou avec votre blonde. J'espère que vous vous sentez mal de vouloir copuler, vous reproduire. Alors, l'éthique de façade, c'est de protéger l'environnement, mais le plan, c'est de passer l'immigration. Oui, oui. On organise aussi la frustration sexuelle. Comment qu'on fait ça? Ben, on rend ça plus difficile. Comme les gens sont difficilement capables d'entrer en contact de plus en plus dans des relations interpersonnelles, ça se fait de manière détournée ou surtout à travers la pornographie, ça crée une frustration. Hygiéniser la vie, c'est une aseptisation. Oui, hypersécurité. Oui, puis là, procréer médicalement. Donc, comme le taux d'infertilité est en pleine augmentation, on ne sait pas pourquoi, les phénomènes surnaturels qui se passent, ça doit être Mars qui est en Vénus, aligné avec Jupiter, là. Fait en sorte que les gens sont plus capables d'avoir d'enfants, ils ont des problèmes d'infertilité, ben, ils sont obligés d'aller en clinique. Oui. Hein, ça, c'est un autre phénomène. Ça vient déshumaniser la relation. Propager la haine. Alors, il faut se créer un ennemi. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a l'axe du mal. On a l'Iran, on a la Russie, on a la Corée du Nord, on a le Pakistan. Donc, il y a quelques pays comme ça qui font partie de l'axe du mal. On a l'homme qui est une menace pour la planète. Fait que ça, c'est un ennemi aussi. Ben là, il y a Trump. Oui, il y a l'être humain aussi. Il y a l'être humain qui est un ennemi pour la planète. Absolument. Donc, on se démonise nous-mêmes. C'est ça. On a le fait de fomenter des guerres, psychiatriser la pensée critique. Donc, si tu questionnes, ben, il y a quelque chose qui ne marche pas chez toi. Donc, tu ne dois pas te questionner, tu dois accepter. C'est comme à la pensée, le dogme religieux. Oui. Tu ne dois pas le remettre en question. C'est écrit, donc c'est vrai. Écoute, je pense que c'est rendu pire qu'avant. Que quand la religion était plus présente dans nos sociétés. Ouais. À une certaine époque. Comment? Au Québec. Là. Et comment? Et dernier segment, donc, pour aspirer à devenir un empire, il faut formater les enfants. Un nouvel ordre mondial. Tu sais, qu'est-ce qu'on jasait tantôt, là, quand on se disait que les enfants sont complètement déboussolés, puis qu'ils regardent partout, mais chez eux, c'est comme... Ils n'ont pas d'identité, on leur montre plus à réprimer leur... Pas à réprimer, mais à contrôler leur pulsion. Oui. C'est comme, allez, c'est débile. Administrer l'opposition. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on les gère, puis là, on part des débats, par exemple, sur les poils de dessous de bras d'un député, la camisole d'un député, les bottes d'un député. Des faux débats. Est-ce que la députée a le droit de donner le sein à l'Assemblée nationale? Tu sais, des débats fondamentaux de cet ordre-là, là. Puis dire à quel point comme ça c'est une place importante dans les préoccupations du citoyen dans la vie de tous les jours. Gouverner avec les élites, donc ne plus gouverner pour le peuple, que ce soit les élites, à travers les entreprises et leurs lobbies, qui exercent des pressions. Puis moi, je vais le dire, là, toi, tu le diras peut-être pas, mais c'est pas grave, c'est contre le peuple. Ces gens-là sont contre le peuple, il faut le dire. Là. C'était qui? C'était-tu Warren Buffett qui disait il y a une guerre présentement entre le peuple et le grand capital? Ça se peut, c'est fort possible. Puis je vous annonce que vous êtes en train de perdre. Le grand capital, on est en train de gagner. Puis ça s'en vient. Écoute, non, mais on est dedans, là. Ouais, c'est clair. On est dedans, vous en rendez même pas compte. On vous mange la laine sur le dos. Ouais. Et regarde, c'est simple. Regarde comment que le citoyen moyen en Occident s'est appauvri depuis 1980, depuis 40 ans. Les profits n'ont pas cessé d'augmenter de façon quasi exponentielle. OK, au niveau de la production n'a pas cessé d'augmenter. OK? Puis les salaires ont presque stagné. Ils ont augmenté, mais très, très, très légèrement par rapport aux profits. Et pour nous donner l'illusion qu'on est plus riche, on consomme plus, mais on est dépendant d'un paquet de technologies. Puis à cette époque-là, si tu te rappelles, Christian, là, il y avait un salaire qui pouvait subvenir aux besoins de la famille au complet. Maintenant, c'est impossible. Et on sait que c'est... Tu sais, tu parlais des grands élites qui contrôlent... Absolument.
On sait que la révolution féminine a été financée par la famille Rockefeller. Hein? Fait qu'eux autres, c'est pour l'élite mondiale libérale qui veut vraiment que les gens soient que seulement, pas des citoyens qui réfléchissent, mais seulement des consommateurs. Ben, une femme qui va travailler, ben, elle consomme. Absolument. Elle fait de l'argent, puis elle va consommer plus. Donc, c'est des profits pour eux autres. Fait que, bref, là, je te laisse. Il y a ça, puis aussi, en tout cas, le contrôle Oh, du oui, corps. ça, mais oui, on c'est peut ça, aller- exactement. On pourrait avancer là, avec toutes Oui, les oui, moyens oui, de on pourrait aller contraception, bien plus loin l'avortement, etc., là-dedans. qui rentrent dans le débat. Là. Oui, oui. Dernière chose, et je termine avec ça parce qu'il était 58, hein, on est supposé... ouais, Ça va vite. donc, asservir grâce au progrès. Alors, donc, oui, le progrès. avec le transhumanisme, hein, donc le fait de pouvoir comme contrôler les gens, éventuellement, j'imagine, contrôler les esprits, il y a peut-être une volonté Là, derrière. ça s'en vient. Ben, avec ouais. les médias, ils le font, mais les implants s'en viennent. Et finalement, dernier élément, dissimuler le pouvoir. Donc, hein, quand on fait la liste de Forbes des 50 personnes les plus riches au monde, les vraies personnes les plus riches au monde ne sont jamais sur la liste. Oui. OK? Et on nous fait croire que c'est nous qui avons le pouvoir. Ouais. On l'a pas. Fait qu'on nous dit que c'est Jeff Bezos, l'homme le plus riche, ou encore, oui, on m'a dit, je vais dire de l'autre, Bill Gates, Microsoft. C'est pas eux qui mènent. C'est des pions. Ouais. Ils sont pauvres par rapport aux gens qui contrôlent vraiment la patente. Alors voilà, mesdames et messieurs, écoutez, on a réussi, je pense, malgré tout, à vous offrir un contenu respectable dans les circonstances. On est vraiment désolé. C'est encore des circonstances qui étaient hors de notre contrôle ce soir au niveau des problèmes techniques. On espère être en mesure de vous offrir une émission de qualité pour la dernière de la saison, mardi prochain, 19h. Soyez des nôtres pour la dernière de 2018-2019 des Chiens Fous. Là-dessus, on vous offre une excellente fin de soirée et on vous dit à la semaine prochaine. Bye. Hey, bye-bye, là. Ah.